En complément sur les sorcières, je voudrais partager un retour d'expérience par rapport à une séance en fait que je viens juste à l'instant de faire avec Héloïse, une séance de maïesthésie. Je ne sais pas si vous connaissez la maïesthésie. J'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Alors voilà, je peux le dire un peu succinctement. La maïesthésie, c'est en fait un mode de communication, de dialogue avec les différentes parties de soi. Donc la personne avec qui tu fais cette séance, elle va te poser des questions et elle va faire résonner différentes parties de toi pour essayer de libérer certaines mémoires, certaines souffrances, certains non-dits. Et donc ramener de la cohésion et de la communication entre les différentes parties de toi. C'est la deuxième fois que je fais une séance et à chaque fois après une séance comme ça, je me sens ouvrir de nouveaux espaces à l'intérieur de moi. Je sens une respiration et un apaisement très fort parce que justement, il y a plein de choses qui ont pu être dites et libérées. Et c'est pas une thérapie en tant que telle, c'est bien plus que ça. C'est à la fois une aventure intérieure, un dialogue, des compréhensions, des résolutions. C'est énorme. En fait, c'est un moyen de communication et même d'échange avec l'autre qui amène à une communication totalement nouvelle et différente avec l'être et qui amène à de la profondeur et qui est vraiment enfin, extraordinaire. Je ne sais pas trop quel autre mot utiliser, c'est extraordinaire. Ça a été développé par un homme qui s'appelle Tournebise. Lui, il a un nom, il a un nom déjà. Euh, tu vois qu'il est déjà dans le futur. Il vient du futur, cet homme qui a inventé ça. Donc, je voulais parler de la sensation que certaines femmes peuvent avoir et que j'ai eue moi-même. La sensation d'être... la sensation de n'avoir aucune personnalité. La sensation d'être une moitié de quelque chose. Quand j'étais adolescente, en fait, j'étais amoureuse d'un garçon et je voulais lui plaire. Et donc, en fait, j'étais pas moi-même. J'étais une moitié de moi-même. J'étais la moitié de moi qui attendait d'être entière une fois qu'elle serait avec l'autre. J'étais une sorte de moitié en attente qui cherchait son autre moitié, comme dans l'expression chercher sa moitié ou ah, t'as trouvé ta moitié, et qui espérait devenir elle-même en fait grâce à l'autre. Et j'ai fait donc une vidéo un peu à charge sur les sorcières, sur la femme séductrice, et j'avais justement orienté la séance avec Héloïse sur ce thème-là, sur le thème de la séduction chez la femme, qui est quelque chose qui me générait encore une certaine animalité, une certaine agressivité. Parce que moi-même, en fait, quand j'étais dans cette phase où j'étais une moitié de moi et que j'attendais de trouver ma moitié, bah forcément j'étais séductrice. Forcément, je jouais cet aspect de la jeune femme innocente, en fait, de la fleur qui est là, qui attend son prince charmant et qui espère se réaliser grâce à l'autre. Et qui a vécu une déception parce qu'il y a eu un chagrin d'amour, et ensuite qui a pu vivre ce truc d'être cette moitié, d'être avec l'autre et d'être dans une sorte d'union avec l'autre, mais de ne pas être pleinement soi-même, de ne pas être un être total entier, mais d'exister uniquement grâce à l'autre. Et aujourd'hui, des fois, voilà, il y avait en fait encore des fois où en écoutant certaines femmes qui font des vidéos, j'avais cette agressivité parce que je voyais que c'était des femmes qui n'étaient qu'une moitié.
Parce que justement, elles étaient encore dans cette séduction, dans cette attente, dans cet espoir de trouver le prince charmant, même si elles ne se l'avouent pas forcément elles-mêmes, mais indirectement, elles adoptent un comportement de type fleur, de type je suis innocente, voilà, je voulais partager ma perception sur les choses, et ça m'énervait. Et en fait, donc, au cours de la séance, j'ai compris que cet aspect fleur dans la femme est lié à son attachement au rêve. Il y a un truc très très fort dans la femme, c'est un truc qui vient du cinéma, qui vient de l'inconscient, qui vient de très loin, qui est le rêve de trouver le prince charmant. Toutes les femmes ont ça en elles. Alors, celles qui ne l'ont pas trouvé, ou celles qui ont été déçues après et qui n'ont pas guéri de cette blessure, deviennent des sorcières. Et donc c'est pour ça que je parlais de l'importance de trouver une rédemption dans une relation réelle et physique à l'autre. Et d'avoir en fait une sorte de preuve dans ta vie réelle que oui, avec cette personne, tu as réussi à te transformer, tu as réussi à construire quelque chose, tu as réussi à aller au-delà de tes blessures, à guérir de tes blessures et à refaire confiance en l'autre. Mais ensuite, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que il faut pouvoir aussi supporter sa solitude et être quelqu'un, avoir une identité seule, pas uniquement grâce à l'autre. Et ça, c'est quand même assez délicat. Et parce que c'est dans cette solitude, en fait, que tu peux terminer de brûler les derniers résidus de souffrance et de déception et de regret. C'est en te retrouvant seul, sans pouvoir te raccrocher à personne, que tu peux en fait voir le fond du fond et ensuite devenir pleinement toi-même, quoi. Et je voulais justement parler parler aux femmes qui se sentent être rien, ou qui se sentent être une moitié, ou qui se sentent ne pas avoir de personnalité. Et ça, moi, je l'ai vécu justement quand j'étais avec l'autre. Comme si j'avais mis ma personnalité de côté. J'étais celle qui correspondait, j'essayais d'être celle qui correspond à l'autre, mais j'arrivais pas à être moi. Et donc, forcément, j'avais un comportement biaisé de nature séducteur, ou de nature faussée, parce que je n'existais pas pour moi-même, j'existais au travers de l'autre. Et donc, ce que je veux dire aux femmes qui ont la sensation d'être rien, qui ont la sensation de ne pas avoir de caractère, ou quand vous regardez quelqu'un qui a beaucoup de caractère, par exemple, moi, quand je parle, j'ai mon côté assez masculin, je peux ramener à une femme qui a du caractère. Vous vous dites, ah mais merde, moi j'ai pas de caractère, j'ai pas de personnalité, putain mais comment je peux avoir de la personnalité en fait, comment je peux avoir de l'identité, de l'individualité, quelque chose, de l'intégrité et de la singularité, comment ça se passe? Eh bien, moi, comment ça s'est passé? C'est que j'ai arrêté de parler à mon compagnon, c'est-à-dire que j'ai arrêté de me définir et de m'exprimer par rapport à lui. Et je me suis mise à parler toute seule. Et je me suis mise à me parler à moi-même. Et par quoi j'ai commencé? Pas réellement, en fait, parce que j'étais encore beaucoup dans mes pensées. Donc j'ai beaucoup parlé, parce qu'en fait, il y a 3 niveaux. Il y a les pensées, les ressentis, les sensations. Et pour arriver aux sensations, eh ben, faut d'abord passer par les pensées, sortir tout ce que tu as dans la tronche. Ensuite, progressivement, tu arrives au ressenti. Et après, tu peux arriver à la sensation. En fait, tu peux... Moi, je disais, il faut commencer par exprimer ce que tu sens. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, d'exprimer la sensation. Donc, d'abord, tu vas commencer par dire tout ce que tu as dans la tronche. Mais tu vas te parler à toi-même. Ça va être toi avec toi. En fait, c'est toi avec toi que tu vas pouvoir commencer à développer cette identité. C'est toi en intimité avec toi. Le
le mieux, c'est de commencer par là où il y a de la souffrance, là où il y a de la difficulté, là où ça coince. Donc moi, je me pose comme question, où est le petit caillou dans ma chaussure? Ou bien, où est la petite bébête? Elle est où la bébête là? Je cherche un peu la merde. Je cherche la bestiole en moi. Je cherche où ça coince. Et je commence à établir un dialogue par rapport à cet élément qui coince. Ça peut être un élément dans la matière, un truc à la con, hein. Tiens, j'ai mon évier qui est bouché, peu importe. Parce que c'est le petit élément qui coince ou le petit truc qui t'énerve, qui t'agace, ou la souffrance, la douleur, le symptôme dans le corps. En fait, c'est là où ça coince, c'est là où ça fait chier, c'est là où ça bloque, c'est là où ça veut pas, c'est là où même tu as la sensation d'être rien. C'est dans ce truc dérangeant, gênant, que le contact et le dialogue commencent et s'établissent. Alors, il faut se sortir de cette croyance qu'on est là pour se guérir, même si, bon, ok, on parle quand même de se guérir, de guérir de ses blessures. Mais le plus important, c'est d'établir un dialogue, une communication avec soi-même. Et ça commence par là où ça coince. Les petits trucs où ça coince. Le petit truc à la con où ça coince. Et au lieu de parler avec l'autre, pour essayer de trouver une solution avec l'autre, et au final tu ne trouves pas parce que tout le monde s'embrouille, la personne en face, elle a ses propres problèmes, donc elle ne peut pas vraiment t'écouter, elle veut t'emmener ailleurs, et toi tu veux la ramener là, et vous ne savez pas où vous allez, tu parles que avec toi. Et en toute transparence, tu parles de là où ça coince en toi. Tu es transparent avec toi parce qu'avec toi, tu peux tout dire. Je veux dire, il n'y a plus besoin de jouer le moindre rôle ou le moindre personnage. Voilà. Et moi, là où ça a été, en fait, où j'ai pu mesurer que progressivement, j'étais en train de recréer ce contact avec moi et donc que j'ai pu trouver mon identité, ma singularité. C'est que avec moi-même, j'ai décidé de ne plus, comment dirais-je, de ne plus mentir, de ne plus essayer de paraître ceci, essayer de renvoyer ceci, parce que c'est horrible. Donc, j'ai commencé à me filmer, mais avec une caméra. Ça veut dire que j'avais même pas de retour au début quand je me filmais sur moi. Parce que quand tu te filmes avec ton téléphone, tu te vois, donc forcément, tu essaies de t'arranger, tu essaies de faire quelque chose. Ou j'ai arrêté d'essayer de vouloir démontrer un truc que j'avais préparé à l'avance. Je me suis embarquée dans la parole sans savoir où j'allais. Face caméra. Et là, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là où j'ai vu que le contact était en train de s'établir de plus en plus, c'était dans la relation que j'avais avec, non pas mon image, mais ma voix, ma vibration. C'est-à-dire que, en fait, quand par exemple, quelqu'un m'enregistrait ou que je me réécoutais alors que j'étais en train de parler à quelqu'un sur le vif, parce que des fois je m'étais enregistrée sans... Enfin, ou quelqu'un m'avait enregistré sans que je le sache, je détestais ma voix. J'étais là, mais c'est quoi cette meuf? C'est quoi cette voix? Mais c'est horrible! Une fois, j'avais enregistré une conversation téléphonique et je l'avais réécoutée. J'ai fait, mais c'est pas moi. Et en fait, quand t'aimes pas ta voix, justement, c'est que t'es pas sur ta voix. C'est-à-dire que t'es quelqu'un d'autre que toi. Et quand j'ai commencé à me parler face caméra, sans savoir où j'allais, en fait, en parlant, en m'embarquant dans la parole et avec cette conscience que je parlais que avec moi, cette fois-ci, j'étais moi avec moi face à la caméra, là, ma voix, elle m'était acceptable, elle m'était entendable, elle m'était écoutable. Et plus je me parlais sur cette vibration-là de sincérité, plus en fait je me reconnectais avec moi. C'est comme si la parole était une sorte de fil invisible
qui était en train de me reconnecter à moi. Et donc, par opposition, je voyais toutes les personnes qui continuaient d'essayer d'être dans le paraître et essayer de faire des petites mimiques, des petits trucs pour essayer d'avoir l'approbation de l'autre. Et ça me crée un mouvement de rejet. Et donc, je continue à parler comme ça. Et il est là le fil invisible, en fait. Le fil invisible qui nous reconnecte à nous-mêmes, c'est par la parole. Et cette vibration de sincérité. Tout ce que tu dis sur toi, tout ce que tu exprimes de toi, venant de toi, avec sincérité, peu importe le sujet, parce que tu peux parler de trucs complètement perchés, de fusion entre l'esprit et l'âme, de n'importe quoi. Tu peux parler de la construction des toilettes sèches, tu peux parler de n'importe quel sujet. À partir du moment où il est parlé ce sujet avec sincérité, ça veut dire qu'il te fait vibrer par rapport à ton vécu, donc déjà par rapport à ce que tu sens en toi, et que quand tu parles, tu as la conscience de te parler à toi, c'est-à-dire, non pas tu parles de la construction de tes toilettes sèches pour démontrer aux autres, alors, la construction des toilettes sèches, donc je voulais vous parler de comment construire une toilette sèche, là tu es dans un personnage, mais quand tu parles de ça, en t'embarquant dans la parole pour établir un contact avec toi par le biais du sujet des toilettes sèches, pourquoi pas, eh bien là tu établis un contact avec toi-même, et plus tu établis ce contact avec toi-même, plus tu vas te sentir avoir quelque chose à l'intérieur de toi, une substance, une matière à l'intérieur de toi, quelque chose qui fait que tu es quelqu'un, que tu n'es pas juste un personnage, que tu as quelque chose à l'intérieur. Et donc, toutes ces questions de merde, j'ai pas de personnalité, merde, je me sens inexistante, vont se dissoudre parce que tu vas te réinvestir toi-même, en fait. Tu vas rentrer en toi-même. Tu vas avoir une existence en toi-même, une vie en toi-même, une présence en toi-même, une conscience de toi-même. Et c'est la conscience de toi-même qui va, en fait, complètement dissoudre et anéantir même toutes les questions existentielles, toutes les souffrances existentielles liées au fait de se dire « Oh bah merde, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je par rapport aux autres, j'ai peut-être raté ma vie, les autres ont fait ci, mais moi j'ai pas fait ça. » Tout ça va se disparaître complètement pour laisser place uniquement à ton être. Voilà. L'être humain, il vit une histoire tragique. Hein. Et cette histoire, nous la vivons tous. Simplement, il y en a qui font pas gaffe, et d'autres qui se disent putain, mais c'est le bordel la vie. Putain, c'est quoi cette merde? Fait chier. Voilà. Et ceux-là, bon, ils sont déjà un peu plus sur la voie. Mais ceux qui sont là en mode bah quoi, pas de problème, maman, je mange des frites et des saucisses tous les jours, je vois pas où est le problème, oui. Bon, mais là, je vais partir une semaine en vacances, je vais me mettre au vert. Bon, après, je reviendrai, et puis voilà. Non, mais voilà, en gros, il y a un peu deux types de personnes, voilà. Et tu peux alterner entre les deux, hein, parce que moi, j'ai été cette personne, enfin, j'ai été les deux, en fait. Ouais. Et c'est l'histoire, c'est l'éternelle histoire de l'être humain. C'est qu'il arrive au monde, quand il est bébé, vous voyez dans les yeux des bébés, vous avez l'impression de voir... Enfin, ça dépend lesquels, mais en même temps. Mais je veux dire, dans la plupart des cas, tu vois un bébé, t'as l'impression de voir un être divin, un être qui voit tout, qui sait tout, sans avoir besoin de comprendre. Et parfois, même, le regard d'un bébé, ça peut être un peu troublant, parce que t'as l'impression qu'il te... Enfin, parce qu'il te voit. Il est encore en contact avec son origine. Voilà. Et après, putain, les humains, les autres, quand ils deviennent adultes,
waouh, il n'y a plus ça, il n'y a plus ce regard, il y a un truc là dans les yeux, ah bah il n'y a plus personne, tiens. Et l'histoire de l'humain, c'est qu'en fait, il était lui, il vient d'une origine, enfin, il est dans son origine, on pourrait dire, et ensuite, et il est dans son corps, hein, le bébé, il est dans son corps, hein, il est là, bon, quand il a un dérangement, bah, il gueule, après ça va mieux, bah, il est dans son corps. Et à un moment donné, il y a l'introduction d'un virus, d'une substance étrangère, qui va, ce que j'ai appelé donc la matière noire, qui va pousser l'humain à l'extérieur de lui-même. Et tout le monde vit ça. Les gens sont éjectés de leur corps. Le trauma. Et encore une fois, un trauma, c'est pas forcément un truc violent dans la forme, ça peut juste être une phrase que quelqu'un te dit d'une certaine manière où ça va t'impressionner, où ça va faire qu'il va y avoir un mouvement de paralysie, et pendant ce mouvement, tu vas te couper de toi-même, il va y avoir une scission, et tu vas sortir de toi. Et là, il y a une substance étrangère qui va rentrer à l'intérieur, qui va faire que tu ne pourras plus être dans ton corps. Tu vas être dedans. En fait, il y en a, ils vont, par instinct de survie, travailler sans même s'en apercevoir, puisque c'est totalement inconscient, des comportements, des mimiques qui vont faire que dans l'apparence, tu auras l'impression qu'ils sont parfaitement bien. Ils vont mimer le bon fonctionnement. Par instinct de survie, pour être acceptés du collectif, les individus vont mimer l'épanouissement, la normalité, voilà, blablabla, alors que en chacun d'eux, il y a cette substance, ce virus, qui fait qu'ils ne peuvent pas être complètement en eux-mêmes. Et en fait, l'histoire de l'humain, c'est qu'il arrive, il est éjecté de lui-même, il y a cette substance qui rentre en lui, et ensuite, il faut qu'il se réintègre lui-même. Il faut qu'il vire le virus pour pouvoir re-être en lui. Alors, qui vire le virus? Non. C'est quoi ce virus? Ce sont des mémoires. Il prend en lui toutes les mémoires de l'humanité, tous les non-dits de l'humanité. Quand je dis que nous avons tous des non-dits, c'est parce qu'on récupère des non-dits qui viennent de... En fait, on récupère les dossiers de tous les autres êtres humains qui n'ont pas été traités. Un être humain, c'est un portail, un canal qui récupère plein de dossiers. T'arrives au monde, c'est cool, trauma, portail, tu sors, et là, bam, tu te prends plein de dossiers dans la gueule. Voilà. Et après, démerde-toi. Et après, les gens travaillent des années en psychanalyse sur la culpabilité, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont plafonnés à l'analyse mentale, analytique. Alors, où est le problème dans ma vie? Alors, c'est parce que ma maman m'a dit ça, et parce que si, parce que là, bah, tu vas rien réintégrer du tout de ton corps parce que là, tu continues à pas être dans ton corps. Tu continues à essayer de décortiquer à travers ton enfer mental quelque chose pour trouver une sortie. Tu peux pas trouver une sortie dans ton enfer. L'enfer est là-dedans, tu peux pas trouver la sortie dans l'enfer. Dans l'enfer, il n'y a pas de sortie. D'ailleurs, il n'y a même pas de sortie à chercher. Hein, ceux qui cherchent à sortir de la matrice, ils sont toujours pas sortis. Vous êtes toujours là, les gars, du coup. Alors, depuis toutes ces années que vous essayez de sortir de la matrice, bah vous êtes toujours là. Et ouais. Donc, non, n'essayez pas de sortir de la matrice, il n'y a pas de sortie. Ah, il y en a, si je leur dis ça, ils vont prendre peur. Ouais, mais en même temps, si vous êtes là, c'est que vous vous dites quand même que il n'y a peut-être pas de sortie, quoi. Non, la sortie, elle est depuis l'intérieur, elle est dans la transformation de justement ce virus, de cette matière noire, qui doit se transformer pour pouvoir ensuite laisser de la place. En fait, pas simplement laisser de la place. C'est que ce virus, cette matière noire, en se transformant, je radote, hein, en se transformant, ça devient notre essence, ça fait qu'on a une substance. Ça nous fait devenir quelqu'un. L'être, quand on parle de la transparence de l'être, c'est celui qui a transformé sa matière noire en essence. Donc, on se récupère des trucs, des mémoires de souffrances qui viennent depuis de la nuit des temps, des souffrances d'hommes des cavernes, du pauvre homme des cavernes qui n'arrivait pas à allumer son feu et à trouver sa viande pour bouffer et qui est crevé de faim dans sa grotte. On se récupère des trucs de ça. On se récupère plein de trucs. On se récupère des mémoires de sorcières de femmes brûlées. On se récupère des mémoires de ci, de là. Et hop là, c'est le carnaval de Rio. Donc c'est pour ça que c'est important de se désidentifier. Parce que même si, bien sûr, dans notre élément, dans notre histoire personnelle, il y a des points de contact
avec ses mémoires, si tu restes identifié à elles, tu les nourris. Donc, bon, on va traiter les dossiers, ok, mais en se désidentifiant de ces mémoires, eh bien déjà, tu vires la culpabilité de te sentir coupable d'avoir ces dossiers. Parce que tous les êtres humains ont des dossiers. Alors, on est tous dans la merde, déjà. Donc, bon. Et aussi, ce dialogue, cette communication avec ces mémoires, elle se fait en permanence, elle se fait toute la vie, tout le temps. Mais là où c'est intéressant, c'est que justement, tu en apprends sur justement ces mémoires. Parce qu'une fois transformées, elles deviennent des solutions, donc des informations. Vous voyez, j'ai parlé de Tournebize, de celui qui a inventé la maïesthésie. La maïesthésie, c'est des solutions, c'est des moyens de communication. Il les a trouvés d'où, ces trucs-là? Bon, il n'a pas voyagé dans l'espace-temps, il n'est pas parti dans le futur pour revenir dans le présent. Il les a trouvés dans sa vie, en transformant ses problèmes en solutions. Et là, il a trouvé un outil, enfin, c'est pas un outil, mais un mode de communication qui n'a rien à voir avec le mode de communication qu'on connaît, nous les humains, là, enfin, qui ne sommes pas encore vraiment humains. Parce que nous, mais ça va, je ferai un truc spécial là-dessus, parce que ça va changer, ça va bouleverser totalement la nature de nos échanges. Ça va complètement, ben ça fait 20 ans, à peu près 20-30 ans que ça existe, ce truc. Moi, je viens juste de découvrir, hein, je viens de sortir de l'œuf, mais plus les gens vont s'approprier ce mode de communication, et plus la nature de nos échanges, mais va complètement se transformer. Tous ces trucs de communication non violente. Alors attends, tu dois avoir terminé de parler avant que l'autre parle. Oui, c'est comme ça que ça se passe normalement quand on est civilisé. Ouais, ok, génial. La dictature des hippies, franchement, je crois que je préfère la dictature En Marche. Hein, parce que comme ça, au moins, avec En Marche, c'est officiel. Non, mais attends, il n'y a pas de temps de parole à respecter. Hein. Il n'y a pas de forme à prendre. Non. Parce qu'il y a ce qui a besoin d'être dit. Et ce qui a besoin d'être dit passe parfois par de la colère, pour qu'il y ait une combustion. Et si tu enlèves la colère, si tu enlèves la possibilité de péter ton câble et de sortir tes cris, bah, il n'y a plus de transformation, donc on vient tous des petits nazis. Pourquoi les gens travaillent? Pour gagner de l'argent? Oui, il faut gagner de l'argent, bien sûr. Et il faut travailler pour gagner de l'argent, c'est sûr. Mais en fait, la motivation numéro 1 qui pousse les gens au travail, c'est même pas l'argent. Parce que dans bien des cas, les personnes ont suffisamment d'argent mais continuent de travailler. C'est pour pouvoir vivre au sein du collectif, pour pouvoir avoir une existence au sein du collectif. Parce que quand tu es tout seul, parce que en fait, quand tu travailles au sein du collectif, tu es dans un mouvement, tu es dans une dynamique, donc tu es pris dans le flot de la vie, et tes mémoires, ton pétrole alimente cet effort de travail qui est focalisé sur quelque chose. Mais quand tu te retrouves seul, sans travail, sans direction, ces mémoires, ce pétrole ne peut plus alimenter l'effort de guerre, j'ai envie de dire, cette dynamique prédéfinie. Et là, tu te reprends tout dans la gueule. C'est-à-dire que tous tes dossiers qui quand tu étais dans le travail, étaient utilisés comme combustible, ben là, il n'y a plus comment dire, de direction, oui, de direction prédéfinie. Les dossiers, bam, ils remontent et les gens ont peur d'être seuls. Parce que quand tu es seul avec tes dossiers. Tu es seul avec tes démons. Et ça fout la trouille. Mais parce que en tant que tel, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu regardes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de menace extérieure dans les pays dans lesquels on est, en Occident. Il n'y a pas de menace de guerre, d'envahissement, de menaces. Il n'y a pas de menace. Mais intérieurement, il y a des menaces. C'est pour fuir la menace intérieure que les gens vivent
vivent comme moi, j'ai vécu en couple, c'était pour fuir, fuir la menace qui était en moi. Et en se tenant, en se rassurant les uns les autres, entre personnes qui sont toutes menacées, pour se sentir forte à plusieurs. Donc, c'est pour ça aussi que pour établir cette communication avec soi et avec ses mémoires, il y a besoin d'avoir cet espace personnel et cette absence de attendez, cette perte de moyens, cette perte temporaire de solutions. C'est-à-dire que pour trouver des solutions, il faut que tu te retrouves dans une situation où il n'y a plus de solution, où tu ne sais pas comment faire. Si tu n'es pas retrouvé dans une situation où tu ne sais pas comment faire, tu ne peux pas te pousser au cul pour trouver un moyen de te démerder. Et encore une fois, si tu te dis, bon ben voilà, ok, je veux me reconnecter à moi, bon ben je vais faire l'exercice, alors je vais prendre la caméra, je fais l'exercice, non mais tu trouveras rien, parce que là tu es dans un personnage qui est en mode, je fais un exercice. Si tu te coupes du risque, si tu ressens pas, si ce que tu fais ça te fout pas la trouille, de toute façon, si tu fais pas quelque chose qui te... Si tu te fous pas un peu la trouille, bon bah, il n'y aura rien. En fait, moi quand j'étais en couple, je m'intéressais, on s'intéressait à tout un tas de trucs, on écoutait des vidéos, on faisait des stages, des machins, des trucs, il se passait rien. On nourrissait notre orgueil, parce qu'on était dans le confort, parce que tous les deux on était rassurés, on se rassurait tout le temps. On passait notre temps à se rassurer. En plus, on avait l'impression d'être tellement intelligent, tellement plus évolué que les autres. Et du coup, on n'avait jamais la trouille. Et voilà, quoi. C'est ça aussi, ce à quoi il faut être attentif, c'est ce qui te fout la trouille. C'est ce qui te... vous savez, c'est cette sensation de suffocation. C'est quand là, ça te bloque la poitrine, comme quand tu es au-dessus d'un précipice. Bon, moi, j'ai pas trop le vertige. Mais qu'est-ce qui me fout la trouille, moi? Ce serait plutôt... attends, qu'est-ce que le truc qui me fout la trouille, vraiment? Ah oui, quand je vois le gâteau de ma grand-mère. Non, mais ça, c'est pas pareil, ça marche pas. Non. Bah franchement, moi, ce qui m'a le plus foutu la trouille, c'est con à dire, parce qu'au final, j'ai fait des trucs flippants dans ma vie quand on partait en voyage à l'aventure, qu'on se paumait, ou que je perdais, je me faisais voler, ou qu'on me pétait tel truc. Bon, bah, sur le coup, tu vis des expériences un peu confrontantes comme ça, mais bon, mais ça, c'est rien, parce qu'après, tu vois, ça, c'est finalement, c'est juste des passages, c'est pas... Ce qui fout le plus la trouille, c'est ce qui te confronte à toi-même. Ben, c'est quoi? Ben, c'est ça. Tu vois, c'est quand tu meurs. C'est quand tu es sur ton lit de mort, quand tu vas mourir, juste au moment où tu vas te trépasser. Si t'as pas justement travaillé sur tes mémoires et tout, ben, il y a tout qui remonte à ce moment-là. Les dossiers, ils arrivent à... Parce que c'est quoi? Parce que la mort, en fait, pourquoi c'est ce qui fait le plus peur? Parce que c'est la confrontation ultime, le jugement de Dieu, mais en fait, ça cache le jugement, l'auto-jugement.
C'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais trouver après? Mais tu sais pas ce que tu vas trouver après. Donc, en fait, comme il est dans la phrase de la Palisse, une seconde avant sa mort, il n'était pas mort. Donc, une seconde avant ta mort, t'es pas mort, t'es encore en vie. Et pourquoi t'as peur? Parce que c'est pas parce que t'es mort, c'est parce que t'as la matière noire qui remonte là, et tu l'avais mis sous le paillasson, mais là elle arrive. Et la peur ne vient nulle part ailleurs que de l'intérieur de toi. Il n'y a pas à l'extérieur quelque chose. Et personne t'a dit, bah la mort, ça va être terrible, il va se passer ça. Donc voilà, c'est juste un sentiment qui émerge de l'intérieur, qui est la peur ultime de la donnée X, de l'inconnu, parce que t'as jamais été confronté à ta vie à l'inconnu, vraiment, et du coup, tu as tout le temps entretenu tes dossiers, mais là, ils arrivent tous d'un bloc, tu vois. Et vous imaginez le nombre, depuis que l'humanité existe, le nombre de fois où il y a eu des humains qui sont morts. Putain, mais je dis des trucs des fois, mais... Des fois, je parle, j'ai l'impression d'être un enfant de 5 ans, enfin, d'être là. Tu vois, depuis qu'il y a l'humanité, il y a plein de gens qui sont morts. Oui, merci, tu nous apprends des choses, c'est incroyable. Et il y a plein de gens qui sont nés, j'arrive toujours pas à conjuguer ce verbe, qui sont nés, plein de gens qui sont nés, oui, c'est vrai, mais pas beaucoup de gens qui sont nés à eux-mêmes, ça, c'est une deuxième naissance, c'est plus chaud. Et donc, bah, du coup, il y a plein de mémoires d'êtres qui se sont retrouvés sur leur lit de mort comme ça. Et du coup, et ben moi, dans mon expérience de vie, la sensation qui s'est le plus rapprochée de ça, enfin, même si je suis jamais morte, j'ai pas le souvenir d'une fois où je suis morte, je vais dire ça, parce que là je suis encore en vie, mais en tout cas je peux avoir des mémoires de ça en moi. Eh bien, ce qui s'est le plus rapproché de cet état de suffocation, bah, c'est quand je me suis retrouvée la première fois face à la caméra et que je savais pas où je m'embarquais. Et donc il y avait quand même de l'autocontrôle, je me rattrapais sur des trucs enregistrés, sur des connaissances quand même, parce que tu te rattrapes toujours. En fait, le freestyle absolu total, ça n'existe pas. Mais et là, tu as tous les systèmes d'autocontrôle qui s'activent et tu essaies d'être naturel et tu l'es pas. Et c'est là que tu te rends compte, wow, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi là, il y a quelque chose. Et le truc, c'est que en fait, on a ce tel besoin d'être accepté du collectif, tellement qu'on a peur d'être seul et de récupérer tous nos dossiers, qu'on arrive parfois à tellement bien mimer la normalité, la coolitude, que même au niveau physique, on va être détendu, on va être comme ça, et cool et tout. Et c'est comme le menteur qui finit par croire à son mensonge. En fait, on est comme ça, à force de s'auto-convaincre que bah ça va, eh bien, on a fini par y croire. Et bah, alors que, en fait, il y a bien quelque chose en nous. Sinon, demande à ces personnes qui se disent bien et tout, est-ce que tu serais capable de rester 1 an seul dans une chambre, à pas sortir? Je crois pas qu'il y a grand monde qui pourrait répondre oui, sincèrement. Pourquoi? Mais qui serait paniqué à l'idée, parce qu'il y en a qui pourraient se dire, putain, je vais me faire chier, mais combien de personnes seraient paniquées à cette idée? Parce que le danger, la menace, est toujours à l'intérieur. Et ouais. Donc, c'est ce virus qui est à l'intérieur qui nous pousse toujours à l'extérieur dans le paraître et qui nous pousse dans ce besoin frénétique de se rassurer auprès des autres. Mais c'est pas une solution. Et aussi, un autre truc assez important, quand justement tu te sens attaqué, comme le faisait remarquer Jess là, dans un commentaire, où elle disait je me sens attaquée, ma sorcière intérieure se sent attaquée. Quand tu vis des situations qui sont pas forcément confrontantes à l'extérieur dans la matière, mais intérieurement tu te sens attaqué. Tu te sens soit tiré vers le bas, soit malmené, faire du yo-yo émotionnel. Eh bien, ça c'est le signe qu'il y a un mouvement intérieur qui est engagé. Là, j'étais en train de regarder un film
parce qu'en fait, j'apprends pas mal de choses en regardant les films, en regardant comment les réalisateurs de films traitent de la question justement de la mémoire et de l'interférence des morts, enfin de la mémoire avec les vivants. Et donc là, c'est un film qualifié de film d'horreur. Mais moi, je le regarde comme un documentaire. Et en fait, c'est un jeune homme qui se bat contre les morts, en fait, contre un espèce de plan ou de destin prévu pour chaque individu, déjà préécrit. Et lui, en fait, il a accès à tout ce qui est déjà préécrit, au destin des gens. Et il a, du fait qu'il a déjoué un des plans de la mort, il y a tous les morts qui se retournent contre lui pour le détruire. Bon. Et en fait, voilà, quand tu commences à vivre ce conflit intérieur, ce combat intérieur, c'est parce qu'il y a un mouvement qui s'opère en toi, il y a une sorte de danse, parfois chaotique, qui ressemble à quelque chose de chaotique, mais qui commence en fait, ton soleil noir, ta roue, qui commence à se mettre à tourner. Ou comme une machine à laver qui commence à tourner avec tous les fringues à l'intérieur qui commencent à... Voilà. Et ça, c'est le début. Ça, c'est le début de la transformation. Forcément, c'est très éprouvant. Ça peut te faire vivre, par exemple, des journées... tu peux vivre une journée où tu n'as pas fait beaucoup de choses, concrètement, enfin, je veux dire, dans la matière, tu n'as pas fait des choses éprouvantes, mais où tu vas être vidé de l'intérieur, mais vidé de chez vidé. Tu vas rien comprendre. Donc là, c'est qu'il y a des mémoires qui commencent à se raviver. Donc le truc, c'est, encore une fois, entre en communication avec ça. Alors, c'est facile à dire, ouais, entre en communication avec ça. Commence par le point de départ. C'est comme quand tu vas chez le médecin. Le médecin, il te demande, alors, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Et tu vas te dire, voilà, moi, j'ai des boutons sur les jambes, ça me démange, est-ce que vous dormez la nuit? Vous dormez bien? Non, je me réveille à telle heure, il y a ci, il y a là. Tu vas décrire et lui, il va, en fonction de tous tes symptômes, il va avoir qu'est-ce qui peut se manifester comme maladie dans ton corps. Et maladie, le mal qui essaye de dire. Donc, quand il y a ça, c'est qu'il y a de la mémoire en toi, il y a des non-dits qui essayent de dire quelque chose. Donc forcément, tu vas partir, tu vas rentrer, tu vas commencer à parler sur cette base-là, sur cette base de ce qui se manifeste en toi comme sensation. Attends, je voulais dire un truc. Oui. Le problème, c'est qu'en général, dans ces cas-là, pour l'avoir vécu plein de fois, quand tu ressens ces symptômes, comme par exemple parfois, comme j'ai pu le connaître pendant de très nombreuses années, de me réveiller la nuit avec le truc sur la poitrine, ou bien de faire la sieste et puis progressivement sentir ce poids-là qui m'appuie sur la poitrine, ou même en étant éveillée, en parlant avec des gens, et avoir le truc qui arrive là comme ça. Et justement, le mouvement réflexe, quant à ça, c'est de te taire, c'est de te replier sur toi, c'est d'attendre que ça passe. Et justement, c'est justement en fait là qu'il faut parler. C'est-à-dire que moi, c'est exactement cette nouvelle habitude que j'ai prise, c'est que justement quand il y avait des éléments en moi qui m'empêchaient de parler ou qui me bloquaient ou qui me créer des états un peu de torpeur ou de paralysie, c'est de prendre l'habitude de parler à ces moments-là. De saisir la caméra, donc mon réceptacle, mon enregistreur, et surtout mon interlocuteur en fait. Cette caméra, c'est mon interlocuteur. Et derrière, ça va être moi qui vais pouvoir m'entendre. Et encore une fois, la conscience de soi, c'est par rapport à quelque chose. Quand t'es pas consciente, il faut développer de la conscience. C'est les autres qui te renvoient. Tu vois? Oh, t'es qu'une merde! Mais non, tu es quelqu'un d'extraordinaire! Voilà, t'as des échos comme ça. C'est des échos de quoi? De ta propre matière noire qui résonne au travers des autres.
Des fois, les autres, ils vont y aller fort, ils vont te gueuler dessus parce que t'entends pas. Donc, ça se manifeste à l'extérieur par des trucs assez... des réactions chez les gens qui peuvent être des états de colère ou des trucs, tu comprends pas pourquoi ils se mettent en colère, tu vois. Parce que pour te faire entendre, c'est la matière qui résonne, c'est comme l'univers qui résonne pour te faire entendre, waouh, tu vois, il y a ça en toi, là. Et donc, voilà, dès que tu sens ce qui t'empêcherait de parler, vas-y, parle à ce moment-là. Et là, quand tu vas faire ça, mais ça paraît anodin, ça paraît presque rien de faire ça, ça paraît... mais intérieurement, mais c'est le principe même de la conversion du négatif en positif. C'est justement quand tout ce qui t'empêche de parler, t'arrives à briser la glace et la couche épaisse de ce qui te bloque et que tu parles, que tu transformes, que tu peux justement agir sur ton destin, c'est-à-dire sur cette fatalité. Encore une fois, le trauma, c'est une paralysie, c'est un empêchement de parler, d'accord? Et tout ce qu'on porte en nous, toute cette matière, c'est une matière d'empêchement de parler. En fait, c'est une matière de non-parole. Voilà, c'est ça. Cette matière noire, c'est une matière qui est faite c'est de la non-parole. C'est pour ça que c'est obscur. Et ce truc-là, chut. Quelqu'un m'avait dit une fois, c'est quelqu'un qui m'a dit que si on avait une marque là, au-dessus de la bouche, c'est parce qu'il y avait un ange qui nous avait mis son doigt pour nous dire de nous taire. Le culte du secret. C'est comme dans les familles, parce que ça part de là, hein, ça part des secrets de famille, l'entretien des secrets de famille, des dossiers dans les familles. C'est par là que se transmet le plus de matière noire. Ben, en fait, cet ange qui nous a mis son doigt, son putain de doigt sur la bouche, ben, c'était l'ange de la mort. Donc, c'est pour ça qu'il faut le déchirer, ce putain d'ange de la mort, ce putain d'ange du silence, ce putain d'ange du secret. Plus de secrets. C'est fini les secrets. Déjà, quand on était petit, forcément on a eu quelqu'un, un moment, un ami qui nous a dit notre amitié s'est scellée comme ça quand quelqu'un nous a dit tu peux garder un secret, puis toi t'as dit parce que tu voulais pas perdre ton ami et tu voulais être ami avec, ouais d'accord, je vais garder ton secret. Ouais, c'est la pire chose qui soit de garder des secrets. L'amitié ne devrait pas se sceller sur des secrets, non. Sur de la transparence plutôt. Et les pensées, ça émerge directement de cette matière noire parce que les pensées sont un phénomène silencieux. Donc cette matière noire qui grouille en toi, mais quand tu prends cette habitude de conversion, de cette non-parole en parole, il y a la conversion qui s'opère et les pensées, il y a plus. En fait, moi, là, je parle beaucoup, peut-être que les gens se disent « Putain, mais elle doit tout le temps penser à un milliard de trucs, cette meuf, mais ça doit être un truc de fou, sa vie. Ça doit être... Mais non, mais pas du tout, en fait. Je suis Homer Simpson. Moi, dans ma vie, je suis Homer Simpson. Dans ma tête, il y a... Ça fait... du coup, il y a de l'air qui passe, en fait. C'est... Je parle que quand je parle. En fait... Je pense pas, je parle. Donc quand j'arrête de parler, c'est tout. Et je suis en moi-même et c'est cool. Et si je sens qu'il y a un truc, quelque chose qui rentre en interférence, c'est que je sais que c'est une mémoire qui veut communiquer. Maintenant, j'ai pris ce réflexe en fait. Dès que je sens qu'il y a une mémoire qui veut communiquer. Et ça, c'est incroyable d'avoir compris ça. Ça peut paraître, de le dire comme ça peut paraître être rien, mais... Moi, c'est une résolution dans ma vie parce que toutes ces années, quand j'étais enfant et tout, j'avais tout le temps mal au ventre. J'avais mal au bide tout le temps. Enfin, pas tout le temps, non, mais j'exagère, mais très souvent. Et je me disais, mais putain, mais il est où mon problème? Et
C'est quand j'ai commencé ce truc d'inversion, de conversion par la parole, que tout a commencé à se transformer intérieurement. Je peux avoir là un petit symptôme, un petit truc, mais hop, j'établis la communication, le machin est transformé, et puis voilà. Et l'instant d'après, je suis passée à autre chose, en fait. Et j'ai complètement zappé. Enfin, voilà, du coup, je suis dans l'instant présent. Voilà. Et après avoir justement franchi les premiers caps, les premières étapes du protocole, c'est-à-dire la première phase où tu te retrouves pour la première fois face caméra avec ce truc-là et tu sais pas quoi dire, et une fois que tu passes ces premières étapes, ces premiers brisements de glace, et bien en fait progressivement il va y avoir la joie, le plaisir de la parole. Ça c'est quand même le truc le plus important. Le plaisir de la parole qui va t'amener justement à découvrir des choses, à comprendre des choses et à explorer, en fait, à explorer des nouveaux espaces et explorer des nouveaux espaces en toi et ouvrir des nouveaux espaces. En fait, je vais carrément maintenant, là je viens juste de le réaliser, plutôt parler finalement d'ouverture de nouveaux espaces intérieurs. Donc ça va au-delà juste de la guérison, de la transformation et tout. Il y a ensuite une ouverture de nouveaux espaces et donc forcément de nouvelles perspectives, de nouvelles envies. Et donc ensuite, ce qui nous intéresse le plus, c'est le lien à la matière, c'est-à-dire des choses concrètes à réaliser, des projets, des choses à réaliser, à faire dans sa vie, quoi. Pas juste passer son temps à parler. Mais c'est par le débriefing et par l'accouchement de soi, par cette maïotique, donc c'est pas de la maïesthésie mais de la maïotique, le fait d'accoucher de soi, que ensuite tu as ces nouveaux espaces qui s'ouvrent, ces nouvelles perspectives, et là des choses qui te portent à réaliser, qui viennent de toi. C'est pas le projet que l'autre t'a proposé, ou tiens tu voudrais faire pour ça avec moi parce que moi j'ai pensé faire un truc et ça te dirait t'embarquer avec moi. Non, t'embarques pas dans le truc des autres, c'est toi qui crée ton propre bateau, qui crée ton propre chemin, qui crée ton propre truc. C'est vachement mieux. Et il y a toujours des petits résidus de rêve, de vouloir trouver le prince charmant, de pouvoir trouver l'union, l'harmonie parfaite avec l'autre. Ça, c'est en nous. Mais le problème, c'est que tant que c'est en nous, ça nous fausse. Ça crée en nous cette fausseté. Et ce comportement séducteur est faussé. Et ça rend pas heureux. Ça rend pas heureux parce qu'en plus, tu ne trouveras jamais ce que tu convoites. Tu trouveras uniquement une image. Parce qu'un rêve, ça n'est qu'une image. Ça n'est pas réel. Donc, ce truc du prince charmant, c'est qu'une image. Ça n'existe pas, un prince charmant en tant que tel. En plus, charmant, ça pue. Donc, le vrai prince charmant, c'est celui qui te dit qu'il n'y a pas de prince charmant et qui te renvoie à la réalité cauchemardesque de ton rêve. Et qui te renvoie en fait à la nécessité de pouvoir d'abord t'aimer toi-même. Mais ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Oh, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, oh, je m'aime, je m'aime, oh, oh. S'aimer, ça veut dire s'habiter. S'habiter intégralement. Et pour s'habiter intégralement, il y a besoin justement d'aller communiquer avec ses mémoires. Parce que, en fait, tant que ces mémoires, tous ces non-dits sont en nous, c'est comme si nous squattaient notre corps et qu'on ne pouvait pas habiter notre corps. Et à mesure que ces mémoires peuvent se dissoudre, tu peux te réintégrer toi-même, tu peux t'habiter toi-même et être quelqu'un. Oui, et j'ajoute aussi un autre truc, c'est que, en fait, quand j'étais en couple, je me sentais superficielle. Je me sentais hyper superficielle.
parce que du coup, je voulais toujours plaire à l'autre. Donc forcément, j'étais toujours à la surface. Et je ne me laissais pas la possibilité de rentrer dans de la profondeur. Et donc je voulais dire à toutes les femmes, qui se sentent superficielles, qui se trouvent superficielles, qui ont l'impression d'avoir rien à dire ou des choses complètement basiques et banales et des lieux communs et puis de se sentir vide. Voilà, se sentir vide. À la fois, ça je l'ai vécu, c'est à la fois confortable parce que ben, tu te poses pas trop de questions, quoi. Tu fais ta vie pour que ça aille tout bien à l'extérieur. Et quand ça va tout bien, bon bah ça va tout bien. Et puis voilà, t'es pas trop en dialogue avec toi-même, quoi. Tant que ça va à l'extérieur, ça va, quoi. Et donc, des fois, bah, tu peux avoir cette sensation, je sais pas, il y a des gens qui parlent, par exemple, il y a un débat animé ou des gens qui sont enflammés, puis toi, t'as rien à dire, ou t'es là, bah, t'es un peu en mode, tu te sens un peu, moi je me sentais un peu beauf des fois, genre, ouais, bah voilà quoi, bah qu'est-ce que je peux dire de plus, oh, bah ça veut. Ou alors tu te rappelles un truc que quelqu'un a dit, puis tu ressors ce truc pour avoir l'air un peu intelligent, un peu profond, et après tu te dis merde, en fait tu le dis sans même trop de conviction en fait, parce que t'es à côté de tes pompes en fait, t'essayes de faire bonne figure, mais bon, ça sonne creux quoi, et puis des fois tu parles et ça je l'ai vécu aussi plein de fois, c'est que tu parles et les gens ils t'écoutent pas, tu sais, ou ils passent à autre chose, et t'es là, t'es dans le vent, t'es ok, en même temps, comme tu l'as dit sans trop de conviction, tu vas pas forcément trop défendre ton truc, quoi. Tu regardes même les gens qui s'enflamment et tu te dis, mais putain, mais pourquoi ils s'enflamment? Enfin, moi, je m'en branle, en fait. Je m'en branle. Moi, je veux juste rentrer chez moi, là, et puis après, voilà, je vais faire un petit repas, on va se regarder un film, puis voilà, c'est ça la vie. Puis demain, j'irai bosser, je fais mon truc, puis voilà. Et en fait, t'as l'impression d'être à côté de toi, en fait, ta vie, tu vois, elle passe, toi, tu t'avances avec, mais t'as l'impression d'être spectateur, tu vois le truc qui passe devant toi et voilà, bah putain ça va vite, le temps passe vite aussi, t'es là, putain il y a déjà une semaine qui est passée, il y a déjà 3 mois qui sont passés, eh ben mon coco, ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble là, ça passe vite, hein, le temps passe vite comme ça tout le temps, et parce que en fait t'es spectateur, t'es pas dans ta vie, t'es à côté, puis elle passe, comme ça. Et quand tu te retrouves seul, ou si tu dois te retrouver seul subitement, t'es un peu con, t'es là, bah qu'est-ce que je fais? Eh bah merde, je sais pas quoi faire du coup, alors t'appelles, ah ça va alors, ouais alors toi tu fais quoi du coup? Ouais, ah d'accord, ouais c'est bien, ouais, ah bah non, bah moi là tu vois, là je vais me balader, puis après voilà, puis t'es là, tu te dis merde, mais qu'est-ce que je branle? Alors bon, quand tu as un boulot, tu dois faire ton boulot, bon voilà, ça va, tu t'es rattrapé par la vie, puis tes questions existentielles sont vite réendormies, mais dans le cas où t'as pas de boulot, et t'es vraiment seul et tu sais pas quoi faire, tu te sens un peu con. Et donc, si vous êtes dans ce cas où vous vous sentez vide comme une coquille d'escargot et que l'escargot il s'est barré, sachez une chose, vous les femmes, sachez une chose, vous êtes profondes. Bah, les hommes aussi, en fait, tout le monde est profond. On a tous de la profondeur. Et comment aller dans cette profondeur? Comment avoir comment avoir cette profondeur, enfin comment avoir cette profondeur, comment aller dans cette profondeur et comment dire des choses sans vouloir dire des choses, mais dire des choses réellement pertinentes. Ça veut dire réellement intéressantes, réellement qui ont du sens pour toi, qui font que quand tu parles, ça vibre. Voilà. T'es pas juste là à commenter des choses comme ça. Donc, eh bien, en prenant ce temps et donc cet espace d'entrer en communication avec soi-même et en commençant
par quoi? En commençant par là où ça fait mal. Là où tu as mal. C'est par là que ça commence. Et c'est... Je l'ai encore, là je vais vous dire un truc qu'il y a encore en moi, parce que j'ai encore cette colère encore à l'intérieur de moi. Quand je vois des femmes qui sont là, qui parlent de tout un tas de sujets, et blablabla et tout, puis qui sont contentes d'avoir leur petit espace d'expression, parce qu'elles parlent de ci, elles parlent de là, et puis voilà, et puis elles épatent la galerie et tout, j'ai envie de les prendre et les secouer et de faire « Waouh ! C'est où que t'as mal? T'as plus mal nulle part! Arrête de bavarder, arrête de jacasser! Il est où ton mal? Le mal, le masculin aussi. Parce que c'est ça que la femme, elle oublie. C'est ça finalement, qu'elle zappe complètement en elle-même. Elle s'auto-persuade qu'elle est une femme. La femme n'est pas que une femme. Elle a aussi un autre aspect, un aspect masculin, et elle a aussi du mal en elle. Elle a aussi de la douleur en elle. Parce que la vie, c'est douloureux de toute façon. C'est le principe de la vie d'être douloureux. Et le principe de la douleur, c'est justement de créer des contractions à l'intérieur de nous pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait une transformation et pour qu'il puisse y avoir la création de cette substance, donc la matière noire transformée, cette substance qui fait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, qu'on n'est pas juste vide, qu'on n'est pas juste une coquille, qu'on n'est pas juste un masque, une apparence, un personnage, qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc ça commence par la douleur. C'est par là, c'est par l'expression de là où rien que la sensation du vide, rien que la sensation d'être rien, c'est déjà une douleur en tant que telle. Et tu commences par là et tu suis le fil. Tu suis ce fil, tu gardes le contact avec là où ça fait mal. Tu t'embarques pas dans « Ah oui, bon, tout de suite trouver des solutions, tu sais, genre, bon là, voilà, j'ai mal. Mais bon, maintenant, je suis contente parce que demain, je vais repartir, là. Tu te réembarques pas dans un nouveau scénario. Tu restes en intimité, en dialogue avec cette vibration de douleur, parce que la vibration, ça commence par la douleur. Pour qu'une personne qui a de l'intensité, une personne qui a une parole qui porte, c'est parce qu'elle puise dans ses tripes. Donc ça veut dire que c'est parce qu'elle puise dans sa douleur. C'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut puiser. Et ce que j'ai découvert en parlant avec... ce que j'ai découvert en parlant avec les autres, par ce nouveau moyen de communication, c'est que lorsqu'une personne, lorsqu'un être peut dire enfin ce qu'il n'a pas pu dire, par exemple à l'âge de 5 ans, ou quand il était tout bébé, qui vivait au contact de ses parents et qui commençait à prendre la douleur de ses parents sur lui, parce qu'en fait, dans cette approche de myesthésie, tu peux parler avec les différentes parties de toi, donc tu peux parler en fait à la partie par exemple de ton parent qui résonne en toi, de la douleur du parent qui a résonné en toi, des non-dits de tes propres parents qui ont résonné en toi. Quand tu peux enfin exprimer ça, exprimer ce qui n'a pas pu être dit, ce que tu vas dire, ça va être très intéressant parce que ça va amener justement une résolution et une information très 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 intéressante, très puissante. Je vous donne un exemple puisque je l'ai fait avec un ami qui me parlait de sa mère et comment sa mère très tôt, quand elle l'a eu enfant, étant déçue par l'amour, elle avait choisi de se ranger dans des relations sécurisantes et sécurisées et qu'elle avait mis le risque de côté. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu aurais eu envie de lui dire à ta mère si tu avais pu lui parler à cet âge-là, en voyant qu'elle était en train de dévier sur un chemin de sécurité, de confort matériel. Et il m'a dit, comme s'il lui disait à elle, tu as oublié le goût du risque. Et alors, sur le coup, moi je me suis dit, mais attends, mais il parle de quoi, le goût du risque? Est-ce que c'est le goût pour l'aventure, pour faire des choses dangereuses? Ça veut dire quoi, le goût du risque pour toi? Il dit non, le goût du risque, ça ne veut pas dire faire des choses dangereuses, ça veut dire prendre le risque
de donner. Quand tu donnes, tu sais pas ce que tu vas recevoir en échange, c'est une prise de risque. Et en fait, une relation réelle à l'autre, une relation d'amour, c'est un risque. C'est une prise de risque. À partir du moment où tu te coupes de ce risque, où tu veux à tout prix la sécurité avec l'autre, tu veux que ça marche bien, que ça matche, que ça corresponde bien à l'image, que là il y a la sécurité matérielle, tu te coupes de ce risque et donc tu vas progressivement rentrer dans une relation d'emprise et de pouvoir. Et de destruction, mais pas dans le sens visible du terme, dans le sens où tu vas détruire la vie en toi. Parce que ce goût du risque et de ne pas savoir où tu t'embarques, comme là, je commence à parler, je ne sais pas trop sur quoi je m'embarque, c'est un risque. Mais voyez, les gens qui sont dans leur personnage, qui veulent démontrer des trucs, ils savent déjà où ils vont quand ils commencent, ou plus ou moins. Ils ne veulent pas s'embarquer, ils ne veulent plus le risque. Et donc, quand là, cet ami a pu me parler de ce qu'il entendait par le risque de cet enfant, lui qui aurait voulu lui dire à sa mère, ose, prends des risques. Quand il m'a parlé de ça, ce qu'il m'a dit, c'était une résolution par rapport à des non-dits, et c'était très intéressant en fait, ça m'a ouvert un truc, j'ai fait, mais bien sûr, la vie c'est une série de risques, tu peux rien obtenir, tu ne peux pas te transformer, tu ne peux pas amener de nouveau si tu prends pas de risques. Et bien là, et une fois qu'il a pu dire ça, qu'est-ce qui s'est créé en lui? La même sensation que j'ai eue, moi, après avoir fait ma séance de magnésthésie, un espace qui s'ouvre. Je lui dis, comment tu te sens? Il se sent soulagé, mais plus que soulagé, plus que ça. Il se sent nouveau, il se sent neuf, il se sent à nouveau, il se sent pouvoir enfin être lui, parce que la mémoire qui était à l'intérieur de lui de non-dit était en lui et lui empêchait d'être en lui-même. Donc après, c'est waouh! Et c'est ça la profondeur. C'est d'aller partir à l'aventure, à la recherche de toutes ces parties de nous, enfants, adolescents, qui n'ont pas pu dire ce qu'ils auraient aimé dire réellement. Ils n'ont pas pu le dire parce qu'ils avaient peur d'être rejetés, peur d'être jugés, peur de ci, peur de là. Mais là, maintenant, tu peux le dire. Si tu fais la démarche de ton côté, tu le fais toi de ton côté, tu peux le dire. Enfin, tu le dis. Et là, ce que tu dis, que tu peux enfin dire, ça, c'est intéressant. Ça, c'est profond, ça. Ça a de la profondeur. Parce que dire que tu ne peux pas amener de nouveau dans ta vie si tu ne prends pas des risques, ça, c'est profond. C'est pas de la théorie, c'est pas de la philosophie, c'est pas du blabla. C'est profond parce que ça touche ça touche la vie, ça touche le réel. C'est des trucs qui peuvent vraiment amener des compréhensions, des prises de conscience. Voilà. Et on a tous des choses hyper profondes à dire à partir justement de ces non-dits. C'est là que on a tous j'ai envie de dire des messages, des choses à exprimer parce que en fait on est un peu tous des prophètes puisque de nous-mêmes, parce qu'on vit une expérience dans la matière, donc à partir de là on vit des souffrances et à partir de cette matière de souffrance on a des choses à dire qui ont à voir avec le réel. Comment est-ce qu'on se transforme? Comment est-ce qu'on devient un individu avec une identité, avec quelque chose? C'est par le biais des épreuves et c'est par le biais de la souffrance, c'est par le biais des difficultés, c'est par le biais de tout ça que la vie nous sculpte, qu'on se sculpte et qu'on a des choses à dire. Allez, et je le fais à la wall again, parce que je voulais faire une vidéo spéciale sur le protocole. Donc, je voulais faire un truc en bonne et due forme, et rien à foutre, je le fais pas en bonne et due forme, je le fais à la wall again. Mon protocole, oui, mon protocole pour se reconnecter à soi-même. Alors, comment ça se passe? Sur le coup, quand j'avais trouvé ce truc, j'étais à donf et après j'ai voulu tout de suite prendre bien les formes, faire une super vidéo bien nickel, en expliquant bien le truc. Eh ben non! Parce que justement, je me coupe du risque. Et
C'est quoi ce putain de fucking protocole dont je veux parler pour se reconnecter à soi? C'est quoi? C'est, tu prends ta caméra à la wall again et tu prends pas ton téléphone parce que dans ton téléphone il y a l'intelligence artificielle et il y a ton reflet et tu te trouves beau et tu tombes amoureux de ton reflet et c'est Narcisse qui parle. Et ça c'est comme ça tout le temps, même moi quand je le sais et je le fais avec mon téléphone, bah je me fais avoir quand même. Et bah oui, il y a quand même ça, il y a quand même le reflet, il y a Narcisse et c'est comme ça. Donc fini les téléphones, fini aussi la caméra webcam où quand tu parles, les gens qui font des vidéos, ils parlent à leur reflet, hein? Donc c'est des narcisses qui parlent. Oh, vous allez arrêter ça maintenant? C'est fini. Vous prenez une vieille caméra à l'ancienne, vous la mettez face à vous-même. Et la première étape du protocole, c'est tu t'embarques. Tu sais pas où ça va, tu t'embarques, tu prends le risque. Tu prends le risque d'être là face à toi et de parler et de dire qu'est-ce qui se passe en toi comme mouvement intérieur du fait d'avoir cette caméra braquée sur toi, ce flingue avec cet œil à l'intérieur qui te regarde. Qu'est-ce que tu sens là? Tu te sens, oh putain, ouais, l'agitation, alors voilà, bon bah je sais pas trop comment commencer, bah forcément ça va être dans les pensées au début, ça va être des pensées, parce que tu vas voir, t'es dans ta tête, t'es pas dans ton corps, donc ça va être tout un tas de pensées, de bestioles, mais bon allez les bestioles, hein, c'est bon, c'est un support, mais ça sert à rien de focus dessus non plus, parce que les pensées c'est tout un brouillis, tout un bordel monstre qui s'agite dans tous les sens, oui, qui grouille dans tous les sens, qui est cette agitation, qui est ce bouillonnement, qui est le fruit de tous les non-dits depuis qu'on est sur Terre. Eh ouais. Mais le point de départ du protocole, c'est cette prise de risque, ce saut dans le vide, d'être là, face à soi avec la caméra et... Il est où ton besoin initial? Il est où ton besoin initial? Ton besoin brûlant, là où ça te brûle à l'intérieur, là où tu te sens étouffé, le besoin premier vital, il est où? Tu le dis, il est où? Moi, mon besoin premier vital, quand j'ai commencé, c'était un besoin de parler. J'ai besoin de parler. Je ne sais pas où je vais m'embarquer, je ne sais pas. J'en ai rien à branler. Je suis pas là pour faire une super chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer et de laisser un commentaire. Mais non! C'est fini ça, finito! On sait pas où on s'embarque. Waouh, c'est génial! Destination? Bon, c'est nous-mêmes, mais on ne sait pas par où on va passer. Bah, c'est pas grave, du moment que tu prends, du moment que t'embarques. C'est bon, t'as embarqué là. Le dialogue, paf, il est établi. À partir du moment où le dialogue, bam, il est établi avec toi-même, c'est bon. T'es à bord du bateau là, ça y est. Après, bon, tu sais pas par où ça va passer, mais c'est pas grave. Et là, l'aventure, elle commence. L'aventure intérieure. Le dialogue avec soi et les autres qui vont faire office de caisse de résonance et toujours plus de dialogue et tu vas rentrer dans de la profondeur. Et oui, tu vas de plus en plus devenir quelqu'un parce que tu vas devenir toi qui t'habites toi-même. Mais voilà, le problème de Loupiote. Le problème de Loupiote, c'est qu'elle n'existe que par rapport à moi. Loupiote, tu n'existes pas que par rapport à moi, tu peux exister pour toi-même aussi, bon Dieu. Mais oui, mais des projets, il est où ton projet personnel, Loupiote? Ton projet, Loupiote? Il est où? Ton lapin, ton projet, ton chat, ton projet, Loupiote? Il n'y a pas que moi. Elle est en train de regarder par la fenêtre. Il y a des fois il y a des gens qui m'ont dit que des fois que j'essayais de me donner une pseudo-personnalité avec mon côté des fois un peu vulgaire, un peu oh putain de merde, de chier, de merde, de putain. Il se trouve que ça fait depuis que je suis petite que j'utilise le mot putain. Putain, c'est un mot qui canalise l'intensité. C'est pas que je cherche à me donner l'air
de quelque chose, ou que je suis un garçon manqué, ou que parce que j'ai exploré tout ça par rapport à la féminité. Est-ce que, ouais, il y a eu des blessures par rapport à ma féminité, bien sûr. Mais le truc, c'est que quand tu parles, quand tu communiques avec toi-même, tu as besoin de cette intensité. Et en fait, toute cette matière de non-dit, elle est le fruit de certains abus, même si ce n'est pas des abus où tu as été tapé par quelqu'un, mais tu as été empêché de parler. Et ça, c'est une matière en toi qui pousse. Et quand tu mets cette intensité à l'intérieur, quand tu te mets en colère, eh bien en fait, cette matière noire se transforme intérieurement. Et c'est ça qui fait ton jus, c'est ça qui te fait avoir la vie qui passe à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas histoire de se donner l'air de je sais pas quoi, c'est histoire de s'autoriser la vie, en fait, de s'autoriser d'avoir le jus qui passe. De pas juste être une image, un spectateur, gna 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 gna. Il y a besoin de cette intensité. Donc, c'est pour ça que je dis que nos problèmes sont des solutions négatives. Tout ce qui vient te faire chier, celui qui vient te faire chier, le truc qui te fait chier, mais c'est une occasion d'allumer ton feu. Ça peut commencer par là. Par le petit truc à la con qui te fait chier, là, le truc qui fait que ça coince. Ouais, ça commence comme ça. C'est un cadeau que te fait la vie, de pouvoir te mettre en colère. Parce que si tu n'as pas cette colère intérieure, tu ne pourras pas créer de mouvement intérieurement en toi. Et tu ne pourras pas choper ton putain de canal. La spiritualité. Ah, la spiritualité. L'esprit, ça veut dire la foudre. Donc tout ce qui vient te faire chier, c'est une occasion de choper ton canal. Mais quand tu as compris ça, ben, tu prends cette habitude, non pas d'aller t'embrouiller avec les autres, t'embarquer dans des trucs, tu parles avec toi, tu utilises cet état-là qui commence à bouillonner et hop, t'établis un contact. C'est ce qui vient te faire chier, c'est le signal, ah, il y a mon esprit qui cherche à me créer un contact. Pourquoi il y a des gouvernements autoritaires qui se serrent la vis? C'est pour créer cet effet de serre, cet effet de saturation, pour que l'énergie puisse passer dans les gens. Donc il y a des gilets jaunes, il y a des gens en colère, ouais, bon, ils sont inconscients, ok, mais il y a l'énergie qui passe à l'intérieur. Et c'est ça le but de la vie, c'est que l'énergie, elle passe à l'intérieur des humains, qui soient canal de cette énergie. Voilà. La fonction aussi de l'orgueil et du personnage a aussi une fonction en tant qu'effet de serre, effet de saturation, effet d'étouffement, pour nous pousser justement par cet étouffement, par cet épuisement, par cette lassitude, par ce ras-le-bol, par ce putain de goût de chiotte dans la vie, cette sensation d'inexistence, cette sensation de vacuité, d'avoir envie de pousser un cri de délivrance et de péter la coquille pour mettre comme le nouveau-né, ah, enfin arriver au monde et être là. Être soi, c'est être là. Et il n'y a plus rien à l'intérieur qui vient obstruer, qui vient empêcher le fait que tu t'habites toi-même, que tu habites ton corps. À la wall again, ça veut dire pas préparé. Pas préparé. À partir du moment où tu commences à t'apprêter, ah, il faut se coiffer, il faut se mettre bien, ça y est, le personnage est invité. Pas de préparation. Ensuite, quand tu commences à établir ce dialogue avec toi-même, tu fais des vidéos, tu te parles à toi-même pour pouvoir ensuite te voir et t'entendre. Ce qui est très important, c'est de se créer un espace personnel dans la matière. Justement, pour recréer un lien entre ce qui est invisible et ce qui est visible, ce qui est matériel. Donc, en fait, le fait de se créer un compte YouTube dédié à ce contact avec toi-même, créer une adresse mail spécifique, séparée de ton compte principal, vraiment uniquement dédié à toi, que tu appelles par ton nom, que tu commences pas à te créer un personnage de petit astre des étoiles, je sais quoi. Non, ton prénom et ton initiale. Voilà, c'est toi, c'est pas autre chose, c'est pas une fuite, c'est toi. Et d'avoir ce compte YouTube où tu peux mettre
en ligne ces vidéos privées pour toi. Tu n'es pas obligé de les publier pour les partager à tout le monde, mais juste pour toi, eh bien, ça va te créer un espace à toi. Et ce sera ton espace de partage, ton espace de respiration, ton espace de contact, ton espace d'intimité, ton espace aussi de transformation où justement tout ce qui t'apparaissait comme des problèmes, quand tu vas commencer à parler, à te livrer sur des trucs, vont se transformer progressivement en solutions et en informations, en trucs que tu vas découvrir. Mais tu peux rien découvrir si tu t'embarques pas. Si tu prédéfinis tout, si tu calcules tout à l'avance, si tu dis attends, je vais faire ça, je prends bien bonne et due forme, je calcule. Non, tu trouveras rien là. Rien que du connu. Si tu veux trouver l'inconnu, tu dois t'embarquer sans savoir où tu vas. C'est ça, c'est le goût de l'aventure. Les aventuriers, quand ils partaient découvrir des nouvelles terres, ils savaient plus ou moins, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. D'ailleurs, Christophe Colomb, il a cru trouver l'Inde, il a trouvé l'Amérique. Bon, il s'est un peu trompé, mais voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Même avec soi-même, c'est une aventure. Eh bien ouais, ça fout la trouille parce que tu n'as plus de repères. Tu vois, alors nous comme repères, on a nos connaissances, nos acquis. Alors même là, ce protocole, ça peut être un repère. Alors, je commence le protocole. Alors, mais non. Bon, il n'y a pas de protocole, il y a un protocole pour dire qu'il n'y en a pas. C'est juste un support, un prétexte pour commencer. Pour se lancer. Mais quand tu te lances, lance-toi bien. Ça veut dire quoi, lance-toi bien? Ça veut dire lance-toi dans l'inconnu, dans l'aveugle. Quand les gens se filment avec leur téléphone, ça peut paraître un truc anodin, ce petit détail de ne pas prendre son téléphone. Mais quand tu prends ton téléphone et que tu commences, et puis tu commences à te voir, ça y est, c'est déjà biaisé. T'as le reflet, ça y est, c'est biaisé. Ça y est, c'est Narcisse qui va parler, ça sera biaisé. Il n'y aura pas d'aventure derrière. Tu vas pas comprendre, en fait, tu vas dire putain, j'avance pas et tout. Bah ouais, tu tournes en rond parce que t'es en dialogue avec le personnage. Alors, le personnage, il peut t'apprendre que ce qu'il sait déjà, donc tu trouveras rien. Donc, c'est pour ça que je dis c'est important de se créer un compte bien spécialisé, bien séparé de ton compte général où là il y a déjà tout ton personnage, ton personnage, ça veut dire celui qui existe par rapport aux autres, celui qui s'est construit comme ça dans ton histoire personnelle. Celui-là, il faut le mettre de côté. Il est utile celui-là, tu en as besoin, mais pas pour ce travail intérieur, ce dialogue intérieur. Par contre, encore une fois, là où c'est subtil, c'est que si tu choisis dès le départ de choisir un blaze ou un truc, machin, bah, ça sera biaisé aussi. Je sais parce que moi je suis passée par tous ces trucs, ou même à une époque j'avais un blog et j'avais créé un autre nom, et ça puait la merde en fait. Ça puait la merde parce que c'était pas moi, c'était une recherche de me fuir, c'était une recherche de fuite. Non, justement, c'est tout l'inverse de la fuite, c'est une confrontation avec soi et ça fout la trouille. Ça fout la trouille, ça amène au début quand tu commences, je me souviens quand j'ai commencé, moi la première fois, putain mais j'avais le vertige, j'avais un truc comme ça, une panique quoi, panique. Et souvent aussi quand on se tient à distance des autres ou qu'on n'ose pas le contact, on n'ose pas engager de communication, on reste superficiel, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a peur, non pas de l'autre, mais de nous-mêmes. On a peur de ce qu'on pourrait trouver en nous-mêmes. Et des fois, même dans nos relations, on se tient à distance. Même dans les relations intimes, on garde cette distance parce que, putain, on aurait trop peur de trouver en nous des choses auxquelles on ne saurait pas faire face. Ouais, mais c'est quoi qu'on trouve? La douleur. Juste de la douleur. C'est pas un truc... c'est pas genre des grandes révélations comme quoi, genre, en fait, voilà, le verdict est tombé. Je suis vraiment une grosse merde. En fait, je suis vraiment bonne à rien. En fait, j'ai fait que de la merde. Non, tu ne trouveras pas des jugements. Tu vas juste trouver de la douleur qui a été tue pendant très longtemps et qui va enfin pouvoir sortir. Et en sortant, elle va t'informer sur des trucs qu'en fait, hyper intéressants t'aurais à dire parce qu'on a tous des trucs hyper intéressants à dire, putain. À l'intérieur de nous, de chacun de nous, il y a un trésor.
Et moi, il y a 3 ans, mais j'en avais aucune idée de tout ça, de tout ce que je pouvais trouver à l'intérieur de moi. Enfin, je m'étais déjà explorée par des moyens plus visuels, picturaux. J'avais vu que j'avais des trucs qui sortaient, des trucs un peu waouh. Mais la parole, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est transformateur. La vibration, c'est ça qui transforme. Donc, tu trouves des trucs, mais aïe, 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 c'était pas dans les bouquins, c'était nulle part ailleurs. Tu sais, ça vient de toi, ça vient de ce que tu as transformé en toi. Et t'es là, oh putain, mais c'est intéressant. Mousseau, c'est intelligent! Mousseau, c'est intelligent! Wouh! Et en même temps, c'est con aussi. Bah oui, parce que s'il y a que de l'intelligence, il n'y a pas de conneries, on se fait chier. Et le dialogue s'établit avec toute chose. Tu peux te guérir, enfin tu peux établir ce dialogue avec toi de plein de manières différentes à partir du moment où tu commences à créer quelque chose. Mais là où c'est plus puissant, c'est quand tu peux te voir et t'entendre en même temps. Parce que quand tu t'embarques dans un truc, mais tu peux pas te voir, t'as pas ce retour. Donc il n'y a pas la même saveur.